Marchez! Go! Go! Commissaire, un mot sur le braquage du fourgon de la Banque de France? Je ferai tout pour envoyer les coupables en prison. Pas la peine de revenir lundi. Il y a des Français qui m'ont demandé, ils passent en priorité. Liberté, égalité, fraternité. Bojarski, en fait, était un ingénieur polonais qui avait fait des grandes études en Pologne et qui est venu en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de là, il a voulu vivre en France, il s'est installé en France, il a épousé une Française. Et croyant, avec son diplôme, avoir une carrière toute tracée devant lui. On ne pourra pas vous aider éternellement. Je peux te trouver du travail dans mon entreprise? Ou livraison? Ça te dirait? Papa, Yann est ingénieur. Il a déchanté assez rapidement et a décidé de recycler ses talents d'ingénieur et surtout d'inventeur dans une filière relativement peu commune qui est la fausse monnaie. Et il est devenu un des plus grands, voire le plus grand faux monnayeur français en France, et même au-delà de la France ayant existé. Comment tu t'appelles? Yann Bojarski. Il paraît que t'as du talent, Yann. Je n'avais jamais entendu parler de ce personnage, de son destin incroyable, et voilà. Et c'est en découvrant cette histoire que je me suis plongé dedans et que je me suis dit tout de suite qu'il y avait un film à faire. Ouais. Aujourd'hui, faire un film d'époque, c'est compliqué, ça demande des moyens. Pourtant, à l'arrivée, on est resté très raisonnable. Mais je sais pas, il y avait un ensemble de choses qui, au début, a été compliqué à mettre en place et qui fait que le film a été plusieurs fois décalé, reporté, annulé, repris. Et puis finalement, on y est arrivé à force d'obstination et aussi grâce aux producteurs Bertrand Fèvre et Florence Gastaud, qui se sont tous les deux obstinés. Mais voilà, il y a eu un équilibre qui a été compliqué à trouver. Une fois que cet équilibre a été trouvé, les choses se sont mises en place, mais on a un peu ramé quand même. Ouais. « 5 ans si tu te fais choper pour des faux papiers, 30 pour des faux billets. Bienvenue dans l'accordéon. » Après La Syndicaliste et La Daronne, qui étaient quand même deux films qui ont plutôt marché, qui ont été des succès, je pensais que ce serait plus simple. Ça ne l'a pas été, mais finalement, comme on dit, à tout malheur est bon, ça a donné enfin moi d'abord, ça m'a donné une envie d'aller vraiment au bout de ce projet, de le mener à bien et de rester fidèle à la ligne que je m'étais fixée avec ce film. De me battre pour qu'il existe. Et une fois qu'on y est arrivé, Reda Kateb, le héros, qui a été impliqué depuis le tout début, vu que j'ai écrit le scénario pour lui, en pensant à lui, et pas, j'ai pas écrit, après je lui ai proposé un scénario, c'est vraiment, j'ai écrit pour lui. Il m'avait donné une sorte d'accord de principe. Après, évidemment, il fallait que le scénario lui plaise. Le scénario lui a plu et du coup, il a fait le film. En tout cas, cet attelage, ce tandem entre lui et moi était très fort depuis le début. Et c'est vrai que quand on y est arrivé, que c'était le premier jour du tournage, je me souviens, on s'est regardé en se disant « Waouh, bon, on y est arrivé ». Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi réussi. Bouge pas! Grande nouvelle à vous annoncer. Je m'installe à mon compte. À la vôtre, monsieur Bojarski. Les enjeux, c'était de réussir à combiner le romanesque réel de l'histoire, de rester fidèle à moi, ce que j'avais ressenti émotionnellement en lisant cette histoire, parce que au-delà d'une histoire extraordinaire, c'est un personnage assez captivant et assez touchant, et son histoire est touchante, et c'est ce qui m'a plu, et en même temps de combiner avec des éléments de polar, parce que c'est aussi un polar. Action! Laisse les yeux! Parce que dans la réalité, un flic l'a traqué pendant 15 ans. Il y avait des éléments de polar dont je voulais me servir. C'était quasiment les chromosomes aussi de cette histoire. Et en même temps, en mélangeant tout ça le plus harmonieusement possible, pour aussi faire ce qui était le but et mon envie, de faire en creux le portrait de cet homme, le portrait de Bojarski, de ce faussaire qui est aujourd'hui considéré comme un artiste. Voilà. Et ça me plaisait beaucoup. Avec en parallèle son histoire de famille, son mariage, sa femme, ses enfants, parce qu'il n'avait rien d'un hors-la-loi classique. Il avait en même temps une espèce de vie extrêmement réglée, très commune, et de l'autre côté, il avait une vie cachée incroyable dans laquelle il était en train de devenir l'un des plus grands faux monnayeurs. Donc c'est ce mélange de choses que je voulais réussir à faire. Il te faut combien pour sortir la tête de l'eau?
Autour de 10 000. Tiens, pas besoin de me rembourser. Ah ouais, mais moi, je peux pas prendre ça comme ça. J'ai pas dit que c'était sans contrepartie. Oui. J'ai besoin que tu travailles pour moi. Je pense que le moteur, dans un premier temps, c'est une sorte de revanche sur la société et sur la société française de l'époque dans laquelle il ne faisait déjà pas très bon d'être un émigré. Et là, c'était la vague des émigrés polonais, italiens, espagnols après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait cette espèce de revanche qui ensuite s'est muée, je pense, qu'on a essayé de montrer peu à peu, en ce désir d'avoir une espèce de vocation artistique et de reconnaissance artistique. Voilà, c'était ce glissement progressif de la revanche à la reconnaissance qu'on a essayé de traiter et qui intéressait aussi beaucoup Reda à jouer. Pour lui, c'était un truc qui se jouait vraiment, quoi. T'as compris ce que je fais ici? Bah, la France ne voulait pas de nous, alors tu t'en es pris à son pognon. Je ne me sentais pas un devoir de véracité absolue, d'abord parce que c'est pas un homme, on ne réécrit pas l'histoire de France, voilà, et qu'on avait envie de faire une fiction, que c'était pas un documentaire, et qu'en plus il y avait des tas de choses, donc il y avait quand même une documentation assez importante sur tout ce qui revêt le côté historique par rapport à ses billets, par rapport à la Banque de France, la manière dont il a créé ses billets, enfin tout ça. Mais sur le reste de sa vie, on ne sait pas grand, on sait rien. Donc voilà. En même temps, on a essayé d'être intelligent, on a essayé d'être sensible. Moi, ce que j'ai voulu, c'est essayer de transmettre les émotions que j'ai eues en lisant, en fait. La double vie de cet homme avec sa vie de famille, ses enfants, et en même temps qui est faussaire. Le côté presque héros à la Simenon, de ce personnage qui traverse la France, la province, les hôtels de province avec sa valise pleine de billets, ce qu'on ne sait pas, mais de cet homme avec un chapeau, un imperméable sur des quais de gare. Il y avait toutes ces images-là que je voulais retranscrire et qui me paraissaient être aussi le cœur du film. Donc je voulais essayer d'être fidèle à mes sensations, à ce que j'estimais pouvoir transmettre. Règle numéro 1, ne pas écouler plus d'un billet par boutique. Ça fera 300 francs. Il est tout neuf ce billet. Après, oui, c'est un travail de fiction, c'est un scénario, il faut que le film dure 2 heures, il y a des ingrédients policiers, donc il faut quand même aussi qu'il y ait une espèce de tension policière à travers le thriller, à travers la poursuite de cet homme par un même flic pendant 15 ans, ce qui est aussi un grand classique de certains films. C'est aussi une sorte d'histoire un peu codée quelque part du flic poursuivant une proie pendant des années. Mais en même temps, là, les rapports étaient intéressants, et les rapports humains, et ces deux hommes qui se traquent et qui se cherchent pendant des années. À la Banque de France, ils sont sur le cul. Il n'était pas censé être infalsifiable. Police! Comme on dit, il vaut mieux partir du cliché et s'en éloigner que l'inverse, quoi. C'est plus intéressant de commencer sur le polar avec les codes d'un polar et après d'aller peu à peu vers le portrait de cet homme. C'est un peu le vecteur que je voulais suivre. C'était de partir de ça, de ce polar, de ce côté film de gangster, et peu à peu se dépouiller de ça et aller vers l'histoire d'un homme et de sa femme et l'histoire de deux hommes qui cherchent. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Je peux t'aider? Je voulais savoir. Quoi? Tu le connais, ce cabane? Non. C'est ce qui était très compliqué à faire et c'est ce qui était intéressant, c'était justement d'en faire un personnage que le public d'aujourd'hui pouvait trouver moderne sans qu'elle le soit à l'époque. Même si elle l'était, parce que c'était quand même une rebelle qui a épousé un émigré polonais alors qu'elle était issue d'un milieu très très bourgeois, donc c'était pas bien vu par ça. Voilà. Mais en même temps, c'était une femme qui voulait avoir une vie de bourgeoise finalement, être l'épouse d'un homme, élever ses enfants, pas travailler forcément, ou faire. Donc voilà, c'était ce mélange de choses qu'il fallait arriver à trouver et que a très 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 bien incarné Sarah. Et il fallait absolument que tu viennes ici en pleine nuit. Allez, viens, je te ferai visiter demain matin. Non. Ce soir. Finalement, elle amène par son physique et son phrasé une modernité qui permet au personnage de se décoller forcément d'une réalité. Et en plus, c'est un personnage dont on ne savait très peu de choses, on avait très peu d'éléments dans l'histoire.
Quand est-ce qu'elle a accepté de vivre comme ça? Personne n'en sait rien, même ses enfants. Reste le doute. Et ça, c'était important de jouer là-dessus aussi, quoi. Tu joues à quoi, Suzanne? Je veux savoir avec qui je vis. T'as déjà perdu tes amis, tu veux aussi perdre tes enfants? Dis-moi ce que tu fabriques vraiment ici. Moi, je fais confiance aux comédiens. C'est mon rôle de leur laisser proposer des fois des choses ou de leur dire quand ça ne me plaît pas, mais en tout cas de laisser la porte ouverte parce que je pense qu'à un moment donné, un comédien peut apporter beaucoup de choses et que s'il se sent libre de proposer, il propose plein de trucs. Et après, on fait le tri, on voit ce qui est bien, ce qui est moins bien. Mais ça, c'est très agréable et je pense qu'il y a une espèce de liberté que je leur laisse dont ils profitent à bon escient, voilà, et dans laquelle ils se sentent plutôt à l'aise. Elles n'appartiennent à aucun criminel connu de nos services. C'est probablement celle de l'imprimeur. Jamais incarcéré ni mis en garde à vue. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit il est très prudent, soit c'est un nouveau. Et dans les deux cas, ça revient au même. On n'a rien pour nous aider. Bastien Bouillon est un vrai comédien de composition. Et qu'après tout, des personnages assez modernes, mais même avec des looks tellement différents, il était tellement content de changer de look, de se glisser dans la peau de cet homme extrêmement soigné, extrêmement presque imbu de lui-même, et en même temps qui fait beaucoup attention à son apparence, qui était la réalité. Un type qui était une sorte de dandy comme ça pour l'époque, surtout par rapport au flic qu'il était, où il n'était pas non plus... voilà, mais il avait la chance de vivre avec une femme très argentée et qui lui permettait peut-être de se payer des costumes qu'un commissaire normal ne se serait pas payé. Alors on fait quoi? On classe l'affaire? Non, on attend. Un faussaire, ça ne change pas de métier. Ma main a coupé qu'il va bientôt reprendre du service. Et quand il le fera, messieurs, on sera là pour le coincer. On avait une espèce de ligne un peu en suivant un comédien des années 50-60 qui s'appelait Paul Meurice, qui était dans ces films de Melville ou dans d'autres, qui jouait souvent des personnages comme ça un peu décalés dans des flics. Et c'était une espèce de source d'inspiration où je ne demandais pas à Bastien d'imiter Paul Meurice ou ça, mais je pense qu'il a compris le phrasé, qu'il n'avait pas peur de jouer là-dessus sur des intonations, parce que je trouve que même Bastien arrive à avoir une voix assez particulière dans le film, en plus de ce look incroyable et de ce personnage, dans la réalité, qui était aussi fasciné par les flics américains, genre les Elliot Ness, des Incorruptibles, tout à fait. Je pense qu'il était vraiment... Et ça, Bastien s'est beaucoup amusé à créer ce personnage. Ouais. J'en ai du feu, s'il vous plaît. C'est vous qu'on voit aux actualités? Le commissaire des faux billets? Ça fait bien longtemps qu'on ne m'avait pas reconnu. Et vous? Vous êtes ici pour le travail ou pour une cure? J'ai l'air de faire une cure. La scène du bar. Alors cette scène n'a pas existé dans la réalité. C'est vraiment nous, les scénaristes, qui avons voulu qu'elle existe. Parce qu'on a eu accès à une interview de la femme du vrai commissaire, le commissaire Benamou, qui parlait des 15 ans de traque que son mari a fait. Et il y a une chose qui nous a mis un peu la puce à l'oreille avec Bastien, c'est qu'elle disait dans cette interview que son mari regrettait de ne pas avoir pu rencontrer plus longtemps Bojarski et qu'il aurait aimé pouvoir échanger avec lui. On s'est dit, on est au cinéma quand même, on va le faire, on va la faire cette scène. Et puis en tant que spectateur, je pense qu'on avait envie que cette scène existe. Voilà. J'avais une piste, oui. Et j'étais à ça de l'arrêter. Oh. Ça doit être rageant. C'est une des scènes les plus longues du film, une des scènes les plus dialoguées du film, une des scènes que les deux comédiens attendaient tous les jours qu'on la tourne parce qu'ils savaient que ça allait être quelque chose entre deux et que là j'ai eu affaire à deux virtuoses qui ont joué tous ces temps, toutes ces ambiguïtés, tous ces regards, tous ces silences, toutes ces choses. Et ça a été quand même une scène aussi qui est une vraie scène de cinéma parce qu'il y a quelque chose qui donne aussi toute sa valeur, c'est ce qu'on appelle le montage. Voilà. Et que cette scène a été une des scènes qu'on a retravaillé le plus souvent avec Valérie de Seine, la monteuse. Toutes les fins de semaine, on reprenait la scène au montage, et on rechangeait encore une petite chose, on ajustait un regard, jusqu'au bout. Parce que c'est pas qu'il manquait des choses, il y avait tout. Mais à chaque fois, on se disait, est-ce qu'on peut aller retrouver encore un petit truc? C'est très très amusant à faire. 8 ans que je traque le même type. 8 ans que je fais du surplace et que je fiche ma carrière en l'air. Même ma femme ne me supporte plus. Parce que vous parlez de votre travail à votre femme? Pas vous? C'est une des premières fois de ma vie, non, je l'ai fait un peu avant, mais là quand même, où j'ai tourné à 2 caméras.
parce que là, on estimait qu'il y avait un truc à capter, quoi, voilà, et qu'il ne fallait pas faire les malins et louper des choses. Bon, voilà, donc j'ai un peu tordu le bras de mon chef-op, qui n'était pas très chaud au début, mais j'ai réussi, et on ne regrette pas d'arriver, parce qu'on a chopé des tas de trucs, quoi. Règle numéro 2, rien d'ostentatoire. Merci, papa. Règle numéro 3, la discrétion. J'avais souffert sur des précédents films d'époque, parce que je trouvais que c'était très lourd, que tout le décorum prenait la tête, et que des fois, je ne sais pas si je ne laissais pas passer les choses. Et je ne voulais pas revivre ça. Donc on a travaillé beaucoup en amont, mais une fois qu'on était sur le tournage, je voulais garder du temps pour l'histoire que je racontais, les comédiens, etc. J'avais une équipe absolument géniale qui s'est occupée de tout ça merveilleusement bien. On a beaucoup travaillé ensemble en préparation, mais une fois qu'on était sur le tournage, je ne voulais plus qu'on me parle de tout ça. Et tourner comme si c'était un film aujourd'hui, tourner ici dans un bar, et là, je sais que l'idée était totalement utopique, mais j'arrivais et tout était fait. Et je voulais garder cette liberté-là. Regarde qu'est-ce que t'as fait. Le tournage était très dense parce qu'il y avait beaucoup de décors, des époques différentes, des extérieurs, tout ça, donc ça prenait vraiment, c'était pas toujours simple, mais en même temps, ce qui m'a fait plaisir, c'est que Reda et Sarah étaient... Moi, j'aime bien tourner, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien et j'aime sentir les gens bien. Isabelle m'avait dit, Père, à la fin du tournage, on a l'impression que c'est ton premier film ou que tu as 10 ans, voilà. Garder la fraîcheur Bah, tant mieux pour moi. Et Reda et Sarah et tous les autres ont retrouvé ça aussi en moi. Contrôle d'identité. Vos papiers, s'il vous plaît. Ouvrez votre valise. Je peux t'aider? Tu me caches quelque chose. Avec le mois dernier, on en a encore détecté plus de 2000. Vous savez combien ça nous coûte? Je pense que c'est un des films que j'ai réalisé qui, à l'arrivée, ressemble plus à ce que je voulais faire au départ. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais vous arrêter. Quand j'en aurai assez, j'arrêterai de moi-même. Non, vous n'arrêterez jamais, parce que vous ne faites pas ça pour l'argent. Après, le film nous appartient peu. Il fait des entrées ou il ne fait pas des entrées. On espère tous qu'il va en faire, mais on ne sait pas. Même s'il fait des entrées, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas comment les gens reçoivent les choses, pourquoi ils viennent, et pour des bonnes raisons, pour des mauvaises. On ne sait pas tout ça. Là, dans les avant-premières, on sent quand même, on sent le pouls du public, on sent pourquoi il est là, ce qui lui plaît. On échange, on voit les choses qu'il perçoit. Le public perçoit tout, tout. Il comprend tout, le public. Il ne faut vraiment pas prendre le public pour voilà. Il comprend tout, toutes les choses que j'ai voulu faire passer, je pense qu'elles sont comprises. Donc ça, c'est très gratifiant. C'est un film qui fait 2h10, mais les gens me disent c'est pas long du tout, on s'ennuie pas, il pourrait y en avoir encore plus. Alors qu'on a vraiment beaucoup travaillé au montage justement pour que tout soit bien chevillé, etc. Bon, alors on se dit voilà, la musique. Les gens sont très marqués par la musique. Alors que des fois, les gens, bon, bah là, non, les gens me parlent de la musique. Exactement. La lumière, les décors, enfin, voilà, les gens. Le public français est quand même génial. Il faut quand même dire qu'on a un public formidable. On peut être un peu chauvin de ce côté-là. Et ça, c'est une belle leçon, et ça, c'est génial. Ouais.